Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Nathalie et moi, on est ravis de vous accueillir pour cette grande soirée consacrée au deuxième tour des élections municipales. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Robin. On est ensemble pour près de 3 heures de direct. Dans quelques instants, nous vous donnerons le nom de votre futur maire. Et tous les résultats dans votre commune et dans votre ville défileront également en permanence dans ce petit bandeau là qui va défiler en bas de votre écran. On a aussi des équipes mobilisées dans les 4 départements bretons pour suivre l'ambiance dans les QG de campagne. Et bien sûr, plusieurs invités, les premiers sont arrivés, nous donneront leur décryptage sur le vote des Bretons ce soir. Effectivement, des personnalités politiques qui seront avec nous sur ce plateau tout au long de la soirée. Également, Loïc Schwartz, de son crayon malicieux, offrira un point de vue plein d'humour sur ce scrutin et sur les enjeux de la soirée. En voilà un premier exemple, un premier dessin pour donner le ton, effectivement, qui note le record d'abstention qui était attendu et qui est confirmé. Notre politologue Thomas Frino est là, effectivement, également, et il décryptera pour nous les grandes tendances du scrutin. Et la toute première tendance, je vous le disais à l'instant, de ce scrutin, c'est ce taux d'abstention record, 35,6% pour le taux de participation au niveau de la Bretagne, soit 20 points de moins qu'en 2014 à la même heure, à 17h. Thomas, la mobilisation encore plus faible qu'au premier tour et surtout qu'en 2014, c'était tout à fait attendu, c'est l'effet Covid? Alors, les enquêtes électorales, effectivement, ont montré qu'il n'y aurait pas forcément de remobilisation, mais là, on est encore en deçà, donc il y a une forme de déception. C'est l'effet Covid, oui, bien sûr, mais ce n'est pas une variable explicative suffisante. On a bien vu au premier tour que les populations les moins exposées au risque, les plus jeunes, en fait, ne se mobilisaient pas plus, voire continuaient à se mobiliser moins que les plus exposés au risque. On a un effet de dilution de la campagne. Normalement, entre deux tours, c'est dramatisation, mobilisation sur une semaine. Là, vous avez un effet de dilution. Vous avez un agenda, une actualité qui écrase tout, c'est-à-dire des préoccupations qui sont ailleurs, économiques, sociales, environnementales. Vous avez aussi une augmentation tendancielle de l'abstention observée depuis 1989. Le commentaire ce soir, on peut le faire, le pitch. Finalement, on va se retrouver sur un diagnostic convergent. C'est une défaite pour la démocratie, il y a un problème, on va tous se désoler. Et puis après, vous allez avoir des commentaires plus partisans qui vont mettre en doute peut-être la légitimité finalement des vainqueurs ou qui vont dire que le résultat aurait pu être différent s'il y avait une mobilisation. Moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que nous avons peut-être là une fenêtre d'opportunité, en quelque sorte, pour reposer la question du vote par correspondance. Jusqu'ici, nous avons en France, dans notre tradition, un fétichisme du bureau de vote. L'organisation scénique de la démocratie passe par l'isoloir, passe par l'enveloppe dans l'urne transparente. Là, on voit bien que peut-être, parce qu'il y aura peut-être d'autres crises, la question du vote par correspondance pourrait éventuellement se reposer. Mais c'est une question qu'on posera à nos invités que je vous présenterai tout à l'heure. Allez, les dépouillements dans la plupart des communes sont en passe d'être bouclés. On va tout de suite faire notre premier tour de Bretagne des duplex et on va aller tout de suite dans le Morbihan où nous attend Isabelle Rettig. Bonsoir Isabelle, plusieurs points chauds dans votre département. Bien sûr Lorient où le scrutin était annoncé très serré. Il y a aussi Auray, Guidal et l'Armor-Plage. Autant de communes qui pourraient créer ce soir des surprises. Oui, tout à fait, Robin, mais on va s'attacher, si vous le voulez bien, pour commencer à la commune de Lorient, puisque je vous le disais tout à l'heure dans le journal, le résultat s'annonce très serré et effectivement, il risque d'être très serré, puisque après le dépouillement dans 34 bureaux, eh bien, 2 candidats sont au coude à coude. Il s'agit de l'écologiste Damien Girard, arrivé en tête du premier tour, et du divers droite, le centriste Fabrice Loher. Ils se tiennent à 1 point, donc autant vous dire que ça s'annonce très serré. Nous n'avons pas bien sûr encore les résultats, nous vous les donnerons définitivement lorsque nous les aurons après 20h, mais ce serait historique puisque Lorient est une ville dirigée par la gauche depuis 50 ans. Il s'agissait ici de briguer la succession de Norbert Métairie, maire socialiste depuis 22 ans. On sait bien sûr que Lorient c'est la ville de Jean-Yves Le Drian et donc eh bien, ce soir elle pourrait passer au centre droit. Voilà, donc bien sûr nous aurons Fabrice Loher et Damien Girard un petit peu plus tard dans la soirée et puis effectivement vous le disiez, d'autres villes sont très disputées. Il y a Pontivy avec la maire sortante Christine Lestrade qui était arrivée en tête du premier tour. Il y a également effectivement l'Armor-Plage, Locmiquélic, Auray aussi où le maire Joseph Rochelle est arrivé seulement en 4e position à l'issue du premier tour. Voilà, on vous donne tous ces résultats au cours de la soirée. Et nous poursuivons notre tournée départementale avec une halte à Saint-Brieuc. Nous avons aperçu il y a un instant Fabrice Leroy. Fabrice, à midi, les électeurs des Côtes-d'Armor s'étaient plus mobilisés que dans les autres départements. Est-ce que cette tendance s'est confirmée ?
Oui, Nathalie, les électeurs costarmoricains, comme d'habitude, ont répondu davantage présents que dans les autres départements bretons, mais avec un taux de participation qui passe tout de même sous la barre des 50% à 17h, avec 47,61%. C'est assez rare dans le département pour le souligner. Au premier tour, en mars, la participation était de 52,66% à cette même heure, et largement au-dessus des 60% pour le second tour des municipales en 2014 et en 2008. Dans les Côtes-d'Armor, 57 communes étaient encore concernées par le second tour des municipales, soit un peu plus de 123 000 électeurs. Reste maintenant à voir quel impact aura leur faible participation sur les résultats, notamment à Saint-Brieuc, le point chaud de cette soirée électorale dans les Côtes-d'Armor. La ville va-t-elle basculer de nouveau à gauche? À suivre également la succession du socialiste Loïc Corré à Lamballe-Armor, et puis des triangulaires très indécises à Longueux, à Perros-Guirec, à Erquy, à Pordic ou encore à Binic-Étable-sur-Mer, et puis même une quadrangulaire à Ploie. Les premiers résultats ne devraient pas tarder à tomber. Merci beaucoup Fabrice, et nous rejoignons tout de suite Bruno Gilbert qui nous attend à Brest avec des villes à surveiller de près ce soir et du suspense. Absolument, bonsoir. Parmi les villes qui pourraient changer de couleur politique ce soir, il y a Quimper, deuxième ville du Finistère, troisième de Bretagne. Le maire sortant, Ludovic Jolivet, maire de droite, est en posture délicate. Il a été devancé au premier tour par la socialiste Isabelle Assy, et il n'a pas fait de fusion avec la candidate République En Marche, Anaïk Lemeur. On a connu une soirée plus sereine pour les maires sortants. À Morlaix aussi, la droite est en difficulté, puisque la maire sortante Agnès Lebrun a été devancée au premier tour par le socialiste Jean-Paul Vermeaux. En profitant d'un bon report de voix, la gauche peut tout à fait reconquérir la ville de Morlaix qu'elle a perdue en 2008. Une gauche finistérienne qui lorgne également sur des villes moyennes. On peut citer par exemple Landivisiau ou encore Douarnenez. Enfin, la palme de l'incertitude, il faut la chercher à Crozon. 4 candidats en lice pour ce deuxième tour. 4 candidats qui se tenaient en un peu plus de 100 voix seulement au premier tour. Bien malin qui peut dire ce soir, avant le résultat, qui va l'emporter. Merci beaucoup Bruno. On va terminer notre tour de Bretagne des enjeux avec l'Ille-et-Vilaine. Hélène Pédèche nous attend devant la mairie de Rennes. Bonsoir Hélène. Record d'abstention dans le département, peut-être aussi parce que justement dans ce département il n'y avait pas de grosses surprises à attendre, notamment à Rennes et à Saint-Malo. Effectivement, Robin, en Ille-et-Vilaine, encore plus qu'ailleurs en Bretagne, le taux de participation dévisse 24,23% à 17h. C'est-à-dire que moins d'un électeur sur 4 s'était alors déplacé. Un autre chiffre à Rennes, à 18h, soit une heure avant la fermeture des bureaux de vote, 27,66%, c'était le taux de participation. Comme vous l'avez dit, il faut dire que dans les 29 communes d'Ille-et-Vilaine où il y avait un second tour, il n'y a pas ou peu de suspense. Ça a commencé par Rennes. Selon toute vraisemblance, la maire sortante, Nathalie Appéré, devrait re-signer un bail de 6 ans à l'hôtel de ville. Comme en 2014, la socialiste s'est alliée entre les deux tours avec l'écologiste Mathieu Teurier. Et au soir du premier tour, les deux candidats de gauche cumulaient pratiquement 60% des suffrages exprimés. Reste donc ce soir dans la capitale bretonne à savoir qui sera le leader de l'opposition. S'agira-t-il de Carole Gandon, candidate LREM qui était arrivée seconde, ou bien Charles Compagnon, candidat de la droite et du centre. 2 points les séparer le 15 mars. À Saint-Malo, il s'agit d'un duel à droite avec un grand favori. Le député LR Gilles Lurton avait alors raté au premier tour de très peu l'élection dès le premier tour. Il est opposé à son ancienne colistière Anne Le Gagne. Et puis de l'autre côté de la Rance, à Dinard, cette fois c'est une triangulaire. Le centriste Christian Poutriquet occupait la meilleure position devant le divers droite Arnaud Salmon et l'ancienne maire écologiste Martina Craveilla-Schütz. Merci beaucoup Hélène. Voilà donc pour le panorama général des enjeux sur toute la Bretagne. On va donner des coups de projecteur un peu plus précis sur les villes où les scrutins sont incertains. On va tout de suite aller dans les Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc où nous attend Myriam Thiebaud. Myriam, 2 listes s'affrontaient, une de gauche menée par Hervé Guillard et une centriste menée par Richard Roussel qui avait réussi à faire une fusion pour l'entre-deux tours. Est-ce que vous avez quelques indications peut-être déjà sur la mobilisation des électeurs briochins ?
Alors, eh bien, la mobilisation, elle est largement en baisse, hein, comme partout en France, alors qu'on est vraiment dans un département qui habituellement vote assidûment. Pour ce soir, pas de résultat pour l'instant. Évidemment, on peut seulement dire sans se tromper, eh bien, que le maire qui sera élu sera une nouvelle tête, un novice en politique, vous l'avez dit. Hervé Guillard, eh bien, il dirige une liste Union de la gauche avec des Verts, le Parti socialiste, Génération, Place publique, etc. C'est un directeur de centre de centre incendie et secours, le SDIS, dans les Côtes-d'Armor. Et ces projets, eh bien, portent sur la redynamisation du centre-ville de Saint-Brieuc, qui en a bien besoin, grâce à une régie immobilière qu'il souhaite créer avec des chantiers d'insertion. De l'autre côté, on a Richard Rouxel. Il est apparenté MoDem, mais il se targue de diriger une liste avec peu d'étiquettes politiques. D'ailleurs, très peu des conseillers municipaux de la majorité sortante ont été retenus sur cette liste. C'est un ancien directeur de l'hôpital de Guingamp. Et puis, lui aussi, il insiste sur la relance économique dont a besoin Saint-Brieuc. Ce soir, en tous les cas, on peut dire que de toute façon, une page se tourne avec ces nouvelles personnalités. C'est un peu la fin de l'ère Joncourt, Bruno Joncourt qui a été maire pendant 16 ans avant de laisser sa place à la maire sortante lorsqu'il est devenu député. Eh bien, voilà donc une nouvelle ère qui s'ouvre peut-être pour Saint-Brieuc et on devrait pouvoir vous donner les résultats assez rapidement. Merci beaucoup Myriam Thiébaut pour tous ces éléments. Direction tout de suite Saint-Malo où nous retrouvons Christelle Veillard. Là aussi un duel en jeu avec deux candidats qui avaient failli partir ensemble et qui finalement se sont retrouvés adversaires au second tour. Et Christelle Veillard, on me dit que vous avez peut-être des résultats. Ah mais moi j'ai pas le retour. Oui, alors Nathalie, bonsoir. Donc là, dans la salle du Panier Fleuri, les deux candidats viennent d'arriver, donc ce qui a créé pas mal d'ambiance. Et les chiffres ne sont pas encore complètement officiels, ce sont des tendances. Mais on sait qu'avec un score de plus de 47%, les jeux semblaient presque faits dès le premier tour pour le député Les Républicains Gilles Lurton. Une vague qui s'est donc confirmée aujourd'hui. Il réunit presque aux environs de 70%. Il remporte donc largement la mise face à sa challenger, la centriste Anne Le Guen, qui a tenté de rassembler en vain. Elle ne réunit qu'aux environs donc de 30% des suffrages. Seule une très forte participation aurait pu renverser la situation, mais donc ça n'a pas été le cas. L'abstention, comme partout, est massive à Saint-Malo. Une victoire qui sonne en tout cas comme une revanche pour l'équipe de l'ancien maire René Coineau, renversé en 2014 par Claude Renoux, qui ne se représentait pas cette fois. Merci beaucoup Christelle. Alors il est l'heure d'entamer justement le premier débat de cette grande soirée électorale. Avec nous ce soir nos trois premiers invités. Je vous les présente tout de suite. Isabelle Le Callennec, bonsoir. Bonsoir. Maire de Vitré, élue confortablement dès le premier tour, le 15 mars dernier. Vous êtes également présidente de la fédération LRD Les-Vilaines. À vos côtés, Insa Wood, conseillère régionale, vice-présidente de la région, chargée des achats publics. Et vous êtes la toute nouvelle présidente du groupe LREM au sein de la région qui vient tout juste de se constituer. Et en face de vous, Mathieu Teurier, conseiller municipal Europe Écologie sortant. Vous êtes également vice-président de Rennes Métropole. Et je précise que vous avez fusionné avec la liste de Nathalie Appéré pour l'entre-deux tours. Un mot évidemment sur ce très faible taux de participation. Le maire est pourtant l'élu préféré des Français. Visiblement, les enjeux locaux n'ont pas fait dominer la peur des électeurs ce soir. Le contexte était, c'est vrai, très particulier, donc c'était attendu, ce faible taux de participation. Je crois que maintenant, les élus vont être malgré tout légitimes. En revanche, il ne faudra pas qu'ils oublient, c'est mon cas à Vitré, qu'on a été élu, pour ce qui me concerne, avec 50% de participation, certes 55% des voix, mais il faut oublier personne, puisque quand on devient maire, on l'est de tous les citoyens de sa ville. Vous dites légitime, mais cette légitimité n'est pas un peu écornée quand même. C'est une légitimité malgré tout démocratique, les élections ont eu lieu, donc il faut en tenir compte. Maintenant, on sait très bien que sur 6 ans de mandat, les citoyens seront exigeants avec nous. Donc on est élu sur un projet, sur un programme, et il faut continuer à écouter tout le monde, puisque c'est pas un chèque en blanc que nous font les électeurs, c'est vraiment une confiance a priori, et il faut être digne de cette confiance. Et si vous me le permettez, j'aimerais juste profiter de l'antenne pour féliciter Gilles Lurton, simplement. Voilà, le message est passé. Mathieu Teurier, est-ce que la question a été soulevée par Thomas tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas temps de changer aussi les modes de vote, le vote électronique ou le vote par correspondance justement? Oui. Est-ce qu'il est temps de le mettre en place aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a une démocratie à réformer, à refonder. Après, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, la démocratie représentative, elle a sa légitimité. Et ce qui est important aujourd'hui, surtout dans la période de crise extrêmement importante que nous vivons et qui va malheureusement continuer, c'était important
que le cycle démocratique puisse aboutir, puisqu'on sait que les élus locaux vont être en première ligne. Maintenant, si la démocratie représentative connaît moins de participation, alors il faut trouver les moyens pour que ça change, mais il faut aussi inventer une démocratie plus directe. Et c'est un des engagements que nous, on a ici localement à Rennes. Ça va être aussi aux élus locaux de mettre en place des systèmes de votation citoyenne, de jurys citoyens, qui permettent la participation tout au long du mandat des habitants de leur ville. Concrètement, si vous êtes élu, vous, ce soir, 24% de participation à Rennes, qu'est-ce que ça vous donne comme obligation ? Ça nous donne l'obligation que je viens de dire, mais c'est dans le projet commun porté par Nathalie Appéré, effectivement, d'aller vers un acte 2 de la démocratie locale. On a déjà mis en place des choses. On a été une des premières villes en France à mettre en place le budget participatif, par exemple, qui nous permet chaque année de travailler des projets en direct avec les habitants sans intervention des élus. Dans le projet porté par Nathalie Appéré, nous avons, comme je l'ai dit, des outils comme la votation citoyenne, le jury citoyen. On veut réformer aussi le budget participatif et l'étendre, et puis multiplier effectivement les éléments de concertation. On en a besoin, notamment sur les questions de projets urbains, de déplacement. Donc il va falloir effectivement qu'on fasse encore plus d'efforts pour travailler en co-construction avec les habitants. Insaoud, les électeurs visiblement n'avaient pas la tête à ce scrutin. Est-ce que le 28 juin était une bonne date finalement ? Je pense qu'il fallait clore cette élection municipale et donc quelle que soit la date, il fallait arriver à clore cet épisode-là et à permettre aussi à des nouvelles équipes et des équipes de pouvoir agir notamment dans ce contexte de crise. Donc moi je me félicite que ce scrutin ait eu lieu. Du contexte aussi, comment les mairies ont organisé ce scrutin. Donc là-dessus, je pense que la crise du Covid a pu interpeller notamment la participation en ce moment, mais aujourd'hui, elle ne peut tout expliquer. Je partage ce qui a été dit par Madame Isabelle Le Callennec et par Monsieur Mathieu Torier. Je crois que nous devons nous interroger individuellement et collectivement par rapport à ce taux participation qui est très très faible et même si moi je ne remets pas en cause les équipes, la légitimité des équipes qui vont être mises en place, mais l'important demain c'est que tout le monde puisse travailler ensemble et c'est aussi le rôle des maires de rassembler l'ensemble des citoyens mais aussi l'ensemble des élus qui soient de majorité ou d'opposition pour travailler demain à cette relève qu'il va falloir, dans laquelle il va falloir réellement s'engager et chacun a sa part à prendre. On fait une petite pause dans ce débat et nous partons tout de suite dans le Finistère, à Brest, où François Cuyandre briguait un 4e mandat. On y retrouve Catherine Aubel. Catherine, est-ce que celui qu'on surnomme le Lion a gagné son pari ? Alors oui, les résultats sont pour l'instant encore partiels, mais ils ne font plus de doute. Le maire de Brest, qui briguait effectivement un 4e mandat, arrive largement en tête de cette élection avec plus de 50% des voix, devant Bernadette Malgorn, la candidate de la droite et du centre, qui ne recueille que 36% des suffrages. Quant au candidat de la République En Marche, Marc Coatanea, il est crédité, lui, de 13% des suffrages. Alors ce n'est pas une énorme surprise, même si celui qui est maire de Brest depuis 19 ans maintenant a pu paraître contesté dans son propre camp lorsqu'il a annoncé qu'il briguait ce 4e mandat. Rappelons que les écologistes, les alliés de toujours, ont proposé une liste séparée au premier tour, ce qui n'était jamais arrivé. Mais dès lors que Ronan Pichon est rentré dans le rang et que les deux listes ont fusionné, eh bien, la voie est apparue dégagée pour l'actuel maire de Brest. Bernadette Malgorn, qui l'affrontait pour la 2e fois, a donc échoué à ravir la ville à la gauche, malgré une campagne offensive entre les deux tours, une campagne où elle n'a pas hésité à attaquer le candidat François Cuyandre sur sa mise en examen pour recel d'abus de confiance. Mais malgré cela, elle n'a pas réussi à mobiliser les abstentionnistes. Les Brestois ont semblé se désintéresser de ce scrutin. La participation ici est historiquement basse, avec un taux d'abstention de près de 69%. C'est encore plus mauvais que le taux national ou même le taux régional. Merci beaucoup Catherine. Donc les résultats s'affinent, on le sait. Donc Gilles Lurton élu à Saint-Malo, François Cuyandre réélu à Brest. On part tout de suite dans le Morbihan où nous attend Isabelle Rettig, avec peut-être Isabelle des résultats qui s'affinent pour Lorient. Oui, il y a des résultats définitifs, même Robin, puisque je vous le disais tout à l'heure, le score, les résultats définitifs s'annonçaient très serrés. Eh bien, c'est Fabrice Loher, le candidat d'hiver droite, qui est élu ce soir. Il obtient 35,34% des suffrages. Il devance Damien Girard, le candidat écologiste, qui avait le soutien d'Europe Écologie Les Verts, d'une partie du PS, du PC et de l'UDB. Lui obtient 32,83%. Bruno Blanchard, le candidat d'hiver gauche, Dauphin,
enfin de Norbert Métairie, le maire socialiste qui ne se représentait pas cette année, obtient lui 19,55%. Enfin, Laurent Tonnerre, le candidat de La République En Marche, a recueilli 12,27% des suffrages. C'est donc un moment historique que vit Lorient, ville qui était gouvernée par la gauche depuis 50 ans, ville dont Jean-Yves Le Drian a été le maire. Et bien, c'est donc Fabrice Loher, le candidat d'hiver droite, qui l'emporte ce soir. On espère l'avoir dans quelques minutes. Il y a intérêt, Isabelle, merci. C'est un coup de tonnerre, en effet, dans le paysage politique lorientais. Isabelle Le Canédec, Insaoud. Finalement, ça veut dire François Quiondre réélu, Nathalie Appéré vraisemblablement réélue ce soir. Le vieux monde a encore de beaux restes. Je crois qu'il y a eu clairement dans cette élection aussi une prime au sortant. Qui, d'après les électeurs, qui se sont mobilisés. Parce qu'en fait, quand il y a un fort taux d'abstention, il faut se poser la question de savoir qui s'est mobilisé, qui est venu voter. Et manifestement, pour ce qui concerne Brest, pour ce qui concerne Rennes, les électeurs traditionnels des maires sortants sont venus. C'est vrai que la crise du Covid les a mis en valeur et les a mis en lumière pendant plusieurs semaines. Donc c'était plus difficile forcément pour les challengers. Moi, je ne parlerai pas d'ancien monde et de nouveau monde. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. On va devoir gérer des municipalités dans un contexte difficile, avec un contexte national aussi difficile, de plus en plus de contraintes, moins d'argent public, et donc on va les uns et les autres se trouver beaucoup de points communs dans la gestion de nos villes. Et je pense qu'en Bretagne, on est capable, quelle que soit notre sensibilité politique, de s'entendre pour manifester auprès à la fois du gouvernement, mais aussi des échelons plus régionaux ou territoriaux, les intérêts de nos territoires. Insaoud, Marc Ouattanea à Brest, Laurent Tonnerre à Lorient ne valide pas une victoire pour ce second tour. Est-ce que ça veut dire que LREM est condamné à devenir une force d'appoint ? Alors, LREM peut-être victime d'un vote utile en faveur plutôt de candidats centristes ou de droite plus traditionnels. Oui, il y a un contexte qui a fait que les sortants, ou en tout cas les partis qui étaient déjà en place, ont eu une prime, ça c'est sûr. Le mouvement LREM est un mouvement récent. Il faut avoir en tête qu'il n'existe que depuis moins de 4 ans. Donc c'est un nouveau parti qui a émergé avec la présidentielle autour d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est en train de s'ancrer dans les territoires avec des candidats. Moi, je tiens quand même à souligner que nous avons des candidats LREM qui ont accédé au second tour, alors qu'auparavant... Mais qui ne s'implantent pas finalement. Ils vont être élus. C'est aussi comme ça qu'on commence par s'implanter. Donc moi, je m'en félicite parce qu'ils ont réussi à passer, en tout cas au second tour, ce qui n'était pas du tout acquis pour des équipes qui n'étaient pas connues il y a à peine un an. On avait des têtes de liste qui n'étaient pas du tout connues, qui aujourd'hui font partie du paysage dans les municipalités. Ils vont commencer à travailler en lien avec les citoyens, en lien avec les équipes en place. Et rendez-vous dans 6 ans. Donc on pourra à ce moment-là dire si c'est un parti éphémère ou pas. Mathieu Théory, un commentaire sur la défaite de Damien Girard à Lorient. Il espérait beaucoup cette victoire. Ça aurait pu être le premier maire écologiste breton. Finalement, les Verts s'en sortent quand ils font automatiquement alliance derrière le PS, sans être tête de liste. Oh. C'est une leçon aussi, non ? Non, pas du tout, parce que vous allez voir les résultats à l'échelle nationale où il y a quand même un certain nombre de grandes villes qui, a priori, vont avoir des maires écologistes. Hors de la Bretagne. Lorient, oui, mais ce que je vois à l'échelle de la Bretagne, c'est que là où des alliances se font, entre la gauche et les écologistes, soit avec une tête de liste de gauche, soit avec une tête de liste écologiste, autour d'un projet de transformation écologique, de solidarité et de démocratie qui est clair, les résultats sont au rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé à Lorient ? C'est que la division n'a pas marché. C'est la responsabilité quand même d'une liste diverse gauche qui s'est maintenue sur le second tour et qui empêche effectivement à Lorient de pouvoir devenir la première grande ville de Bretagne gérée par un maire écologiste dans le cadre d'un rassemblement de la gauche et des écologistes. C'est regrettable et il faudra en tirer les leçons pour la suite. Est-ce que ça veut dire que pour les 6 prochaines années, vous serez des alliés beaucoup plus intransigeants ? On l'a toujours été. On n'a jamais lâché sur nos valeurs, sur nos projets. On nous a toujours d'ailleurs parfois reproché d'être un peu trop de remuer, d'être des alliés un peu trop remuants. On voit aujourd'hui que les questions climatiques, les questions sociales que l'on porte depuis des décennies, elles sont en train de s'imposer à nous. Et encore une fois, tous les projets qui ont porté une colonne vertébrale autour de la transformation écologique, de la solidarité et de la démocratie sont validés aujourd'hui par les électeurs. Et c'est un mouvement de fond en Bretagne, mais aussi en France. Thomas Frinaud, on le voit, Fabrice Loher, donc de la droite, élu à Lorient, à Saint-Malo également.
Gilles Lurton et enfin François Cuillan à Brest. Quelle analyse vous faites de ces premiers résultats ? Oui, alors c'est quand même pas les mêmes configurations. De toute façon, à Saint-Malo, vous avez un territoire avec un tempérament politique stable, et dans tous les territoires avec un tempérament politique stable, où la gauche ou la droite, en fait, est au pouvoir depuis très longtemps, il y a finalement peu de surprises. Il y a peu de surprises, il n'y a pas de bascule, sauf à Lorient. Donc, c'est quand même pas la même configuration. Et Lorient, moi, j'y vois... alors, on a parlé de Damien Girard, mais j'y vois la confirmation d'une sorte de défaite personnelle du premier tour. Car dans cette quadrangulaire, finalement, vous aviez le maire sortant Norbert Métairie et vous aviez l'ancien maire, Jean-Yves Le Drian, qui a profondément marqué la ville, dont les candidats respectifs étaient arrivés en troisième et en quatrième position. Ce qui déjà était une forme de revers au premier tour, et je dirais qu'il prend encore plus de relief, en quelque sorte, dans ce second tour. Donc on a une bascule historique, mais on a aussi un revers, finalement, je crois, pour le maire sortant et l'ancien maire. Si vous permettez que je rebondisse sur La République En Marche, vous avez parlé de primes, je suis tout à fait d'accord, mais je crois qu'on avait une configuration quand même très particulière. C'est-à-dire que dans ce scrutin, finalement, ni les forces établies locales de droite comme de gauche n'ont pâti de ce qu'on peut appeler un vote sanction. Et ça, c'est ce qui change profondément par rapport aux anciens scrutins. Maintenant, La République En Marche en Bretagne a probablement un problème de positionnement politique. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les élections européennes de l'année dernière, c'est dans les villes tenues par la droite qu'elle a fait ses meilleurs scores. C'est-à-dire qu'une partie de l'électorat de gauche était déjà reparti. Et c'est ce qui marque la spécificité de la Bretagne. En revanche, en Bretagne, dans ce scrutin, La République En Marche ne s'est jamais tournée finalement dans ses alliances avec la droite, contrairement à d'autres régions. Donc elle a un problème avec sa gauche, mais elle a aussi un problème avec sa droite, et ce qu'on ne retrouve pas dans l'ensemble du pays. Saoud, rapidement. On assume une position centrale, et aujourd'hui les équipes qui ont été constituées. Je prends l'exemple de Rennes, par exemple, où je suis aussi sur la liste derrière Carole Gondon. On a des personnes qui viennent autant de la droite que de la gauche, et une bonne partie des colistiques qui sont de la société civile. Donc on assume pleinement le fait qu'on a une position centrale, progressiste et aussi démocratique, Monsieur Theuriet, parce que lorsque vous évoquez que c'est les listes qui portaient un projet démocratique qui ont été confortés écologiste, notre programme, et en tout cas porté par les candidats de La République En Marche, portait aussi ces valeurs-là et ces objectifs-là et ce projet-là. Donc vous n'avez pas ce monopole-là. Aujourd'hui, on a été aussi de ceux qui ont pointé les failles au niveau de la démocratie locale et qui avons pointé aussi certaines, notamment celle de l'abstention. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter, comme je vous l'ai dit, de se satisfaire des résultats qui sortent aujourd'hui lors du premier tour. Elle est la même pour tout le monde. Parce que nous partons tout de suite dans le Finistère Nord à Morlaix, où Agnès Lebrun, l'ancienne maire des Républicains, postulait pour un 3e mandat. Au soir du premier tour, elle était devancée par Jean-Paul Vermaux de 41 voix, et nous retrouvons sur place Bluenne Leborgne. Vous êtes à la mairie de Morlaix et vous avez des résultats pour nous. Oui, bonsoir. Oui. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, les applaudissements derrière moi, puisque les résultats viennent juste être donnés. C'est le socialiste Jean-Paul Vermaux qui est élu maire de Morlaix avec plus de 54% des voix, et c'est-à-dire plus de 400 voix de plus que Agnès Lebrun, maire sortante d'hiver droite, donc maire depuis déjà 2 mandats. Les Morlaisiens ont eu affaire cette année donc au même duel final qu'aux dernières municipales en 2014. Jean-Paul Vermaux avait alors été battu. Cette fois, l'issue est différente. Le socialiste reprend la mairie de ce bastion traditionnellement de gauche. Et pourtant, la gauche partait divisée pour ces élections, avec 2 listes distinctes. Impossible de trouver un accord avant le premier tour, impossible de trouver un accord entre les 2 tours. Le candidat Didier Alain à la tête de la liste citoyenne, qui totalisait presque 20% au premier tour, s'était donc retiré. Et Jean-Paul Vermaux nous confiait en fait entre les 2 tours qu'une triangulaire avec 2 listes à gauche aurait été bien moins confortable pour lui. Et on voit que les résultats de ce soir lui donnent raison. Merci beaucoup Bluenne Leborgne. Nous restons dans le Finistère, tout de suite à Quimper, où nous retrouvons Muriel Morvan, le tombeur de l'ancien maire socialiste Bernard Poignant. Ludovic Jolivet-Briguet, un second mandat, faute d'alliance avec la députée La République En Marche, Anne Aiglemeur. Il se retrouvait face à 2 adversaires et surtout en seconde position derrière la socialiste Isabelle Assy. Qu'en est-il ce soir ? Et oui, ici à Quimper, c'est la gauche qui l'emporte avec 51% des voix devant le maire sortant de droite, donc Ludovic Jolivet, qui n'a pas réussi sa remontada.
39% et la députée En Marche, Anaïs Lemer, 10%. La socialiste Isabelle Assy a donc gagné largement son pari en rassemblant les différentes forces de gauche, y compris des écologistes, dès le premier tour, où elle devançait donc déjà Ludovic Jolivet. Celui-ci a évidemment pâti de cette triangulaire, du maintien de la députée En Marche Anaïs Lemer, qui a expliqué à maintes reprises son incompatibilité avec le style très perso du maire sortant. Ces deux-là avaient le même programme, mais visiblement, ils n'étaient pas capables de s'entendre. Isabelle Assy sera donc la première femme maire de Quimper et sans doute également de l'agglomération, présidente de l'agglomération. Elle a fait sa campagne sur la solidarité et la transition écologique. Après donc l'écharpe bleue et blanche, la marinière de Ludovic Jolivet, la capitale de la Cornouaille va donc vivre aux couleurs rose et verte. Une nouvelle alternance pour Quimper, réputée centriste, mais où la mairie bascule pour la 4e fois en 20 ans, de gauche à droite et donc de droite à gauche. Merci beaucoup Muriel. Donc c'est la soirée des bascules dans le Finistère, puisque après Morlaix, c'est Quimper qui choisit l'alternance. En revanche, l'alternance à Rennes, c'est pas au programme ce soir. Hélène, les bureaux de vote continuent à être dépouillés sur Rennes. On s'oriente vers une victoire très confortable de Nathalie Appéré. Oui, alors on a un petit peu moins d'un bureau de vote sur 3 pour le moment qui a communiqué ses résultats ici à Rennes, mais effectivement la maire sortante, la socialiste Nathalie Appéré, qui s'est donc alliée avec l'écologiste Mathieu Theuriet pour ce second tour, aurait pour le moment un peu plus de 64% des suffrages exprimés. Carole Gandon, la candidate LREM, bénéficie pour le moment de 17,66% des voix, et ça se resserre très sérieusement avec Charles Compagnon qui la suit, qui la talonne à 17,35% des suffrages exprimés. Je rappelle qu'il s'agit toujours d'estimation, et un taux de participation extrêmement bas ici à Rennes qui oscille selon au fur et à mesure entre 27 et 28% de taux de participation. Je suis en mesure là pour l'heure de vous donner un résultat définitif, toujours dans la métropole rennaise, dans la commune du Reux. Le maire sortant, Michael Boulou, est réélu. C'est un divers gauche. Il remporte 51,33% des voix, un tout petit peu devant Alain Lostis, le centriste, qui recueille lui 48,67% des suffrages exprimés. Merci beaucoup Hélène. Et de nouveaux résultats viennent nous parvenir concernant le Morbihan à Pluvigné. La liste de Diane Ingray arrive en tête, elle est donc élue maire. Et puis à Guidel, Joël Daniel, UDI et allié, est aussi élu ce soir. On vient de l'entendre, Thomas Frinaud, 2 bascules dans le Finistère. Quelle est votre analyse de ces bascules à Quimper et à Morlaix ? La première, c'est qu'on sait que les élections, c'est en partie de l'arithmétique électorale. Premier, second tour. Moi, ce que je retiens, c'est que les dynamiques d'entre-deux tours, on le voit ce soir, sont quand même très importantes. Et on peut mettre Lorient. C'est-à-dire que là où il y a de la division, on perd des bastions. Lorient, c'est très clair. On le voit avec Bruno Blanchard et Damien Girard. On le voit avec Ludovic Jolivet, triangulaire au centre. Et vous voyez qu'à Morlaix, ils ont réussi à gauche, en quelque sorte, à faire l'alliance et ils l'ont emporté. Donc le premier enseignement, c'est quand même toute l'importance de ces dynamiques en fait, de fusion et division d'entre deux tours. Le deuxième enseignement, c'est effectivement que dans ces territoires qui sont des territoires qui ont connu l'alternance par le passé, Morlaix a été à gauche, Quimper a été à gauche, LR bascule à droite. C'est là où on voit finalement que le jeu était le plus ouvert à l'issue du premier tour et on revoit des bascules. On a des jeux plus ouverts. Merci beaucoup Thomas. Isabelle Le Callennec, Insaoud, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres régions de France, pas d'accord entre la droite et LREM. On le voit à Morlaix et à Quimper, ça se finit par une victoire de la gauche. Pas de regret ? Non, Insaoud, pas de regret. On a porté un projet, plusieurs projets. Et comment vous expliquez cette différence de stratégie d'une région à l'autre ? Après, c'est aussi des personnes qui portent les projets et avec des colistiers et en fonction aussi de la société civile qui intègre, qui est assez importante dans les listes. Et puis c'est aussi par rapport aux équipes en place, par rapport aux projets qui sont mis en place par les équipes, notamment par les maires. Je prends par exemple Bordeaux ou autres, où parfois les candidats LREM ont pu se retrouver dans ces projets-là.
En Bretagne, ou en tout cas par ici, on ne se retrouvait pas forcément dans les programmes portés par la droite, et particulièrement par les candidats LR. On avait plusieurs sujets de discorde. Moi, je ne me permettrai pas de juger de vitré de ce qu'il faut faire dans une élection municipale comme celle-là. Les équipes ont dû se rencontrer. Vous êtes responsable d'une fédération LR. Elles ont dû discuter. D'abord, j'ai une pensée pour Agnès Lebrun et Ludovic Jolivet, parce que lorsque vous êtes maire et que vous êtes battu et que vous avez été au front 24 heures sur 24 quasiment auprès de vos concitoyens pendant 6 ans et plus pour ce qui concerne Agnès Lebrun, c'est difficile. Donc voilà, je crois qu'il faut rester humble par rapport à ce mandat d'élu. Moi, j'ai observé qu'en effet, les discussions n'avaient pas pu aboutir. Maintenant, il faut aussi se poser la question. Seulement des histoires de personnes ou des histoires de... Je pense le projet et les personnes. Mais c'est important parce que quand vous vous rendez compte que vous n'allez pas vous entendre sur le projet ou même sur la légitimité du tête de liste, il vaut mieux se le dire. Et les électeurs apprécient la clarté. Et donc, voilà, si vous sentez que dans les 6 ans qui vont venir, vous serez incapable de vous entendre, il vaut mieux se le dire une bonne fois pour toutes. Et rester par contre en respect les uns vis-à-vis des autres, puisque de toute manière, on est amenés à siéger les uns avec les autres. Pour conclure, Mathieu Théry, est-ce que vous avez fait beaucoup de compromis, vous, quand vous avez fusionné avec Nathalie Appert? Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Enfin, c'est elle qui a fait des compromis, alors, plus de toute façon, un projet commun, c'est forcément chacun fait un pas, c'est une évidence. Ce qui est certain, c'est que nous, on l'a toujours dit, le premier tour, c'est un temps démocratique essentiel parce qu'il permet de poser des débats et de les faire trancher par les électeurs et les électrices. C'est ce qui s'est passé à Rennes comme ailleurs. Au premier tour, il y a un résultat. Et à partir de là, on respecte les électeurs et les électrices, et on dépasse aussi un certain nombre de différences pour pouvoir faire projet commun. Ça ne veut pas dire que des débats se sont effacés et s'éteignent. Ils vont continuer à vivre aussi pendant les années du mandat, et un certain nombre de sujets, en tout cas c'est notre souhait, vont aussi être renvoyés au débat avec les habitants, à la co-construction avec eux. C'est ça aussi l'enjeu des 6 années qui viennent. Oui, j'allais dire, on part tout de suite dans le Morbihan, à Lorient, pour retrouver Isabelle Réty, qui a des résultats pour nous. Oui, un résultat d'importance à vous donner. Il s'agit de la ville de Pontivy, où il y avait une triangulaire entre 3 femmes. Et pas de véritable surprise, c'est la maire sortante, la centriste Christine Lestrade, qui est réélue ce soir. Elle obtient 56,59% des suffrages. Marie-Madeleine Doré-Lucas, la candidate de la gauche, obtient, elle, 25,99% des suffrages. Quant à Gaëlle Leroc, la candidate LREM, elle a recueilli 17,42% des suffrages. Voilà donc Christine Lestrade réélu à Pontivy. Et puis ici à Lorient, Fabrice Loher, qui a été élu ce soir, vient d'arriver en mairie. Vous l'apercevez peut-être derrière moi au milieu de la foule. On devrait la voir d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Isabelle. On a beaucoup remarqué dans cette campagne la teinte verte des programmes. Certains appellent ça le greenwashing. C'est devenu une tendance ou c'est vraiment un mouvement de fond aujourd'hui dans la façon de gérer une ville? L'exigence écologique est là et s'impose à tous les élus. Moi, j'ai fait campagne sur un projet où j'ai annoncé qu'on allait pouvoir conjuguer le développement économique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement. Je pense qu'il faut absolument s'attacher à ces 3 piliers. Et on a commencé d'ailleurs, dans le cadre du premier conseil municipal après l'installation, à échanger par exemple sur la question des mobilités. On a des commissions thématiques, notamment celle sur les mobilités, où chacun va pouvoir exprimer ses projets, ses intentions. Et moi, je n'y vois que des avantages. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut dans une ville que cohabitent les piétons, les cyclistes, mais aussi les voitures. Il ne faut pas oublier non plus l'économie. Et moi, je pense qu'on peut tout à fait concilier l'économie et l'écologie. Mathieu Théry, tout le monde est écolo aujourd'hui? Ça a été vrai sur le premier tour. C'est-à-dire qu'on a effectivement assisté à un verdissement des programmes avec plus ou moins de sincérité et plus ou moins d'engagement concret. Mais nous, on ne peut que se féliciter, encore une fois, que l'ensemble des forces politiques, même si on est adversaires et qu'on ne défend pas les mêmes choses, s'intéressent à ces questions-là, se posent des questions et avancent aussi. Il va falloir de toute façon toutes les énergies et toutes les forces pour, encore une fois, mener les changements nécessaires face à l'immense enjeu du changement climatique. Par contre, ce qu'on a vu dans l'entre-deux tours, ici en Bretagne et ailleurs en France, c'est qu'il y a un certain nombre de masques qui sont tombés, notamment du côté de LREM, où les alliances en fait se sont faites plutôt avec les Républicains, souvent sur des coalitions clairement anti-climat pour empêcher les écologistes d'accéder au pouvoir dans un certain nombre de grandes villes. Et puis on a vu à Rennes que là où tout le monde était pour le vélo sur le premier tour, au moment où effectivement on met en place des pistes cyclables sur les quais et on les ferme à la circulation voiture, c'est pas le bon moment, il faut faire autrement. Et puis voilà, donc on sait très bien que la réalité des actes
elle est toujours différente de ce qui peut être défendu malheureusement encore aujourd'hui. Alors Insaoud lève les yeux au ciel, elle va parce répondre. que là je retrouve la rhétorique un peu politicienne et simpliste. Enfin, je crois que Carole Gondon sur Rennes, puisque vous évoquez que les masques tombent, a toujours été dans la contribution, et y compris au niveau écologique. Et c'est ce qu'elle a continué à porter. On a fait la pire campagne de premier tour de l'histoire de notre ville, parce qu'on a eu une candidate, quand même, il faut le redire, LREM, qui n'a cessé d'être dans l'invective, d'être dans la non-proposition en permanence et dans la contradiction en permanence. Et je pense que d'ailleurs les résultats vont se voir encore ce soir, mais je le redis. Quand je dis sincèrement qu'on a besoin de toutes les forces pour travailler à l'échelle de notre territoire, c'est sincère. C'est-à-dire qu'il va falloir que Mme Gondon, je l'espère, arrive aussi dans la proposition pendant les 6 ans qui viennent. D'ailleurs, condamner ces violences-là. Donc n'essayez pas de retourner les choses. D'accord ? Et sur les propositions, on a un projet qui a été détaillé, et je crois que l'ensemble des médias ici en Bretagne et à Rennes les ont mis en valeur. Il y a eu des oppositions claires et nettes, notamment sur les questions sociétales. Là-dessus, c'est là-dessus où Carole Gondon a essayé aussi de pointer les contradictions qui existent entre la maire sortante et vous, entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Et je le sais d'autant plus que moi-même, je viens du Parti socialiste et je connais aussi la structure idéologique du Parti socialiste ici. Elle a eu le mérite de pointer les choses. Vous n'êtes pas d'accord sur les dossiers locaux à Rennes, par exemple. Vous êtes d'accord sur les dossiers régionaux. Comment vous expliquez ce gap ? Mais on n'est pas d'accord sur les dossiers locaux. Il y a des choses sur lesquelles on dit c'est bien fait, et aussi sur lesquelles on soutiendra d'ailleurs à l'avenir. On sera là dans une logique constructive. Je prends l'exemple de la vélorue. Ça a été une proposition de la candidate Carole Gondon. Elle a été mise en application pas telle que ça a été proposé, et on a contesté la méthode. Et aujourd'hui, un des points de rupture avec Madame Appéré et Monsieur Teurier, c'est aussi sur la méthode, la façon dont on aborde la démocratie locale avec les citoyens, la façon dont on associe, y compris les opposants politiques, la façon dont on aborde les décisions dans le conseil municipal. Et je pense même très sain qu'on puisse le dire. Et si vous trouvez ça, que c'est une agression, c'est que vous avez un problème avec la démocratie. On part tout de suite dans les Côtes-d'Armor. Je vous interromps brièvement puisque Fabrice Leroy à Saint-Brieuc a des résultats pour nous, notamment du côté du Centre-Bretagne, je crois. Oui, Nathalie, on va commencer effectivement par le Centre-Bretagne avec Glomel tout d'abord, où c'est Thierry Troel qui l'emporte avec 58,81% des voix. Il était arrivé en deuxième position au mois de mars. C'est un ancien conseiller régional. Pas loin de là, à Rostronin, c'est Guillaume Robic qui l'emporte, lui avec 56,06% des voix. À noter ici, près de 70% de participation, ce qui quand même dénote dans la soirée que nous connaissons. Du côté de Bégard, cette fois, il y avait une triangulaire et c'est Vincent Clèche qui s'impose avec 42,28% des voix. Autre triangulaire, cette fois sur la côte à Pléneuf-Valandré, où là c'est Pierre-Alexis Blévin qui s'impose avec 47,27% des suffrages. Enfin, un dernier résultat, cette fois toujours sur la côte à Trégastel, où là c'est Xavier Martin qui l'emporte également dans une triangulaire avec 45,61% des voix. Merci beaucoup Fabrice pour tous ces éléments, et nous partons tout de suite à Brest rejoindre Bruno Gilbert qui a aussi des résultats pour nous. Absolument, des résultats notamment dans la couronne brestoise avec la réélection à Plougastel-Daoulas de Dominique Cap, réélu avec 46,69%. Le président de l'association des maires de Bretagne a tout de même eu quelques difficultés puisque son principal adversaire, le socialiste David Mohan, ou du moins divers gauche, puisqu'il n'est pas encarté au PS, David Mohan, a réalisé 43,21%, autrement dit un écart relativement serré entre les deux, mais Dominique Cap obtient son 4e mandat. Le candidat République En Marche est à 10%. À Plouzané, Yves Dubuis est élu maire de la commune. Le maire sortant ne se représentait pas. Le socialiste Bernard Hual avait jeté l'éponge. Et Yves Dubuis, candidat soutenu par la République En Marche, a été élu avec 45,27% des suffrages.
On va de l'autre côté de la métropole maintenant, au Relecq-Kerhuon, sans surprise. Le Relecq-Kerhuon reste à gauche. Johan Nedelec, le socialiste, ne se représentait pas, mais son adjoint, Laurent Perron, a été élu avec 46,09%. Il avait face à lui un candidat République En Marche et une candidate écologiste. Et puis enfin, à Landivisiau, je vous le disais, c'était un point un peu chaud pour la droite. Eh bien, Laurence Claes est finalement réélu d'hiver droite avec 52,24%. L'alliance de Samuel Philippot, d'hiver gauche, et de Gaël Martineau, République En Marche, eh bien, n'a pas fonctionné puisque ce duo reste à 47%. Réélection donc de Laurence Claes à Landivisiau. Merci beaucoup Bruno pour tous ces résultats. On va tout de suite aller dans le Morbihan où l'on enregistre un résultat notable, important. Une page se tourne à Lorient puisque Fabrice Loher, le candidat de la droite et du centre, a été élu ce soir. Il est avec nous en direct de la mairie. Bonsoir Fabrice Loher, merci d'être avec nous. La 4e tentative aura donc été la bonne. Voilà, quel premier sentiment avez-vous ce soir avec cette victoire ? Celui d'une grande fierté, évidemment. J'ai conduit une liste de rassemblement qui s'appelle Unissons Lorient, qui va au-delà d'ailleurs de la droite et du centre. Je comprends que les analyses aillent dans ce sens, mais c'est vraiment une liste de Lorientais. Et je suis très fier, évidemment, ce soir de pouvoir demain incarner, je l'espère, un autre avenir pour la ville aux 5 ports. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Le résultat est très serré. Il y a eu un vote utile en votre faveur, par exemple l'électorat LREM qui aurait pu voter Laurent Tonnerre au premier tour. Et c'est transféré sur vous ? Écoutez, nous on a fait effectivement campagne sur la notion de vote utile. Il faut rappeler que j'étais face à 3 listes issues de la majorité sortante, donc une division de la gauche qui objectivement servait nos intérêts. Mais encore fallait-il transformer les serres, rassembler au-delà de notre famille politique. Je l'ai dit, c'est un mouvement de l'Orientais d'abord. J'ai 2 tiers de ma liste qui sont des non-encartés. Et c'est ce que j'ai voulu incarner dans une nouvelle candidature très différente des 3 premières, avec aussi bien sûr un projet qui a manifestement séduit plus de l'Orientais. Et notre responsabilité, ce sera de le mettre en œuvre dans les 6 prochaines années. Alors justement, un projet très ambitieux. Vous voulez débloquer une sorte de plan Marshall pour l'Orient en récupérant beaucoup d'aides européennes. C'est un pari compliqué, difficile, non, ces prochaines semaines ? Vous savez, on est dans une ville qui, je l'ai dit, cumule un taux de pauvreté important. On a un Lorientais sur 5 sous le seuil de pauvreté, un taux de chômage qui illustre aussi des difficultés sociales importantes pour la ville. Donc il faut agir vite et fort parce qu'en plus, la crise va encore aggraver la situation. Donc c'est vrai que nous avons voulu relever le défi. J'ai beaucoup discuté avec les acteurs économiques du territoire. Ils sont prêts à relever le défi avec nous. Il faut qu'on montre un cap, une vision, un avenir. Et sur la question de ces financements européens, je ne me suis pas engagé comme ça à la légère. On a des relais au niveau de la Commission européenne, au niveau de la région demain. Ce sera effectivement le premier travail qui sera sur la feuille de route du maire dès les prochaines semaines. Merci beaucoup Fabrice Loher d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir réagi en direct. On va continuer notre tour de Bretagne des réactions. On va tout de suite aller sur la côte d'Émeraude, un peu plus au nord, où nous attend le nouveau maire de Saint-Malo, le député LR sortant, Gilles Lurton. Bonsoir Gilles Lurton, vous nous entendez ? Bonsoir, je vous entends parfaitement bien. Alors, confortablement élu, le match était plié à l'issue du premier tour. Il y avait 34 points d'écart entre vous et la candidate centriste Anne Le Gagne. Le danger, c'était peut-être de démobiliser l'électorat, non ? Vous savez, en matière d'élection, un masque, il n'est jamais plié d'avance. Et moi, je ne crois qu'au dernier bulletin dépouillé quand l'élection doit avoir lieu. Donc je suis particulièrement heureux ce soir de ce résultat. Vous savez, à Saint-Malo, ça n'est pas courant que les résultats aillent aussi haut. On est plutôt dans des fourchettes 52-48. Là, nous sommes arrivés à un taux de 70%, 37 sièges au conseil municipal. Je crois que nous allons pouvoir faire du bon travail. Qu'est-ce qui a convaincu les Malouins ? C'est peut-être votre personnalité, l'élu expérimenté que vous êtes ? Alors, l'élu expérimenté aussi, je pense, 30 ans de travail sur le terrain, en proximité avec les habitants. Je n'ai jamais rien lâché depuis le début de ma vie publique en 1988. Je me suis toujours battu, j'ai aussi perdu des élections. Et bien ce soir, c'est une belle victoire et je pense que les Malouins ont reconnu tout ce travail. Donc ce soir, vous démissionnez évidemment de votre mandat de député ? Je démissionnerai d'ici la fin du mois de juillet. J'ai 30 jours pour démissionner. Vous allez le faire, vous allez démissionner.
Oui, tout à fait. Je m'y suis engagé pendant la campagne. Quand j'ai pris la décision d'être candidat à la mairie de Saint-Malo, je savais que je ne poursuivrais pas ma fonction de député. Et donc, sur cette question, il n'y a aucun doute. Donc, une législative partielle à venir, on va dire d'ici la rentrée à Saint-Malo. Vous avez déjà un candidat en tête pour vous succéder? Alors, la procédure veut que la préfète interroge d'abord mon suppléant, qui est Jean-Luc Bourgeot, le maire de Chervé. Donc Madame la préfète lui posera la question au moment où elle aura ma démission. Et ensuite, eh bien, il prendra sa décision. En fonction de sa décision, eh bien, soit il ira à l'Assemblée nationale, soit effectivement, nous aurons une législative partielle. Mais vous savez, la vie publique, elle m'a habitué à ce qu'il faut toujours avoir 2 cordes à son arc. Et là-dessus, s'il le fallait, moi je souhaite que Jean-Luc Bourgeot soit demain député, mais s'il le fallait, eh bien évidemment, il n'y aurait pas de problème pour présenter un ou une candidate. Pour terminer, Gilles Lurton, votre programme pour ces prochaines semaines, l'urgence à Saint-Malo. On a entendu beaucoup de Malouins rouspéter un peu contre l'urbanisation galopante. Ça va être un de vos chantiers prioritaires? Alors c'est un de mes chantiers prioritaires. Il y a un chantier quand même qui est très prioritaire, c'est la reprise économique. Vous savez, nous sortons d'une grave crise économique avec le confinement et tout ce qui en a suivi. Nous sommes dans une ville touristique et il va nous falloir aider les entreprises à redémarrer. Et puis oui, nous avons le dossier de l'urbanisme, nous avons le dossier de l'environnement, nous avons de très nombreux dossiers, le cadre de vie de tous les jours des Malouins, et là-dessus nous nous y attellerons. Nous avons déjà beaucoup travaillé sur le sujet, mais nous y attellerons dès demain. Merci beaucoup Gilles Lurton, merci pour votre réaction. Et nous partons tout de suite dans le Finistère pour retrouver une nouvelle maire également élue, la maire socialiste de Quimper, Isabelle Assy. Bonsoir, félicitations à vous. Vous avez fait basculer la ville à gauche. Oui, c'est une très grande joie. Je suis encore sous le coup de l'émotion, mais c'est une victoire collective, d'abord avec une équipe formidable et puis un changement de méthode. Vous aviez un petit peu d'avance déjà dès le premier tour, mais qu'est-ce qui vous a fait gagner? Est-ce que c'est la division justement au centre? Je ne suis pas sûre de cela. C'est vrai que c'était un défi de pouvoir se relancer après 2 mois de confinement. Avec l'effet post-Covid, il y avait une incertitude. Et puis, il y avait la question aussi de la participation qui est un petit peu en hausse à Quimper. Ça, c'est une bonne chose, même si on souhaiterait qu'elle soit toujours supérieure. D'avoir travaillé depuis 1 an avec une équipe et avec les Quimpérois, c'est ce qui a fait la différence, parce que dès que l'on a su que ce scrutin allait se tenir aujourd'hui, on s'est remis tout de suite en campagne, on a été au plus près des Quimpérois avec des méthodes innovantes, parce qu'il fallait aussi que l'on s'adapte, c'est la responsabilité du politique, et j'ai senti la dynamique d'avant premier tour reprendre assez rapidement, et puis un engouement et une adhésion des Quimpérois. Donc je ne parlerai pas de la division des autres concurrents, je parlerai plutôt d'une dynamique de la liste que je représente. Quelle est votre priorité demain ? Alors d'abord, on a vraiment différencié les priorités post-Covid, c'est-à-dire qu'il y a la relance économique qui est quelque chose d'essentiel, et notamment tout ce qui concerne le tourisme à Quimper. Donc dès demain, il va être question de réunir les acteurs qui vont pouvoir prévoir des animations au niveau du territoire pour donner aux touristes de venir, parce que nous avons un territoire qui est magnifique, une vraie pépite à l'est de la Bretagne. Donc ça va faire partie des priorités. Et puis on a défini une autre priorité, ça va être de préparer et d'imaginer l'accompagnement des jeunes qui ont également souffert pendant cette période de confinement, et de préparer la rentrée, tant au niveau du monde associatif qu'au niveau de la scolarité. Merci beaucoup, et effectivement un sujet que vous connaissez bien en tant que psychologue scolaire. Merci beaucoup Isabelle Assy pour ces éléments, et nous partons tout de suite à Brest retrouver Bruno Gilbert. Nous allons donc à Saint-Brieuc. Bon, un petit cafouillage. On va à Saint-Brieuc où nous rejoignons tout de suite Hervé Guillard, le candidat de la gauche unie. Si vous êtes là, Hervé Guillard, c'est que vous avez gagné ce soir. Vous nous confirmez votre élection à la mairie de Saint-Brieuc ? Alors, c'est très coupé, c'est très haché. Je pense que vous avez dû me demander si on confirmait mon élection. Alors les résultats ne sont pas totalement tombés, mais à cette heure-ci, on approche, on frôle, voire légèrement dépasse les 60%. 60%, donc large victoire. Ça veut dire que la fusion de la liste adverse, la fusion au centre et à droite, n'a pas convaincu les Brieuchins selon vous ?
Ah oui, complètement. Je pense que nous étions dans une autre attitude qui est le respect des autres, le respect de soi et des membres de sa liste. Pour nous, c'était une question d'éthique. On ne pouvait pas dire à l'un ou l'autre qu'il était moins important et qu'il fallait s'en séparer. C'est le choix qu'a fait la liste de Richard Rouxel et de Corentin Poilbout, et les Briochins ne l'ont pas accepté visiblement. Alors, quelle sera la marque de fabrique d'Hervé Guillard dans la méthode, dans la gouvernance, dans la façon de gérer une ville? C'est de faire ensemble. Nous devons toujours partager collectivement l'analyse initiale. C'est vraiment une clé dans notre façon de faire. On partage cette analyse avec toutes les personnes associées et ensuite on définit le mode d'action et on peut dérouler ce mode d'action. C'est ce qui n'a pas été fait pendant pas mal d'années ici à Saint-Brieuc et c'est ce qui fait que les projets n'avançaient pas ou étaient en but à la population. Nous voulons faire l'inverse. Il faut d'abord partager ensemble pour pouvoir en dérouler ensuite l'action. Alors le temps presse aussi, il y a urgence économique, urgence notamment pour le centre-ville de Saint-Brieuc. Il va falloir arbitrer et trancher aussi. Quelles sont justement vos priorités ? Alors vous l'avez dit, nous avons un projet qui est de transition écologique, c'est sur tous les plans, mais le centre-ville, effectivement, et notamment les commerces, va être une priorité pour nous. Mais on est dans le sens du temps. L'Europe et l'État français veulent mettre 500 milliards sur la table pour une relance écologique, une relance verte. C'est exactement les fondamentaux de notre projet. Dernière question, Hervé Guillard. Il y a un troisième tour qui s'annonce, c'est l'élection de la présidence à l'agglo, pour l'agglo Briochine. On a entendu Ronan Cardraon, le maire d'Opléen, qui était déjà candidat. Ce sera votre candidat pour la présidence de l'agglo ? En tout cas, nous allons aussi changer cette méthode-là. Pour nous, la ville-centre, aujourd'hui, elle ne doit pas être hégémonique. Nous devons réapprendre à faire avec l'ensemble des villes de l'agglomération, trouver notre place et trouver ce partenariat. Donc le futur président de cette agglomération ne sera sans doute pas le maire de Saint-Brieuc. Ce n'est pas notre façon de faire, ce n'est pas notre volonté. Nous voulons vraiment créer ce partenariat, cette nouvelle confiance qu'il faut mettre avec les villes de proximité. Merci beaucoup Hervé Guillard, merci pour votre réaction. Donc Hervé Guillard, élu ce soir maire de Saint-Brieuc. Et nous partons dans le Finistère, à Morlaix plus précisément. Nous retrouvons le nouveau maire de Morlaix, Jean-Paul Vermeau, donc qui menait une liste, Jean-Paul Vermeau, socialiste, qui menait une liste d'union de la gauche. Bonsoir Jean-Paul Vermeau. Finalement, vous avez effectué le même duel qu'en 2014, mais cette fois-ci vous l'avez emporté. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois ? Bien, bonsoir. Je crois qu'on avait une dynamique dès le premier tour. Nous avions viré en tête il y a 3 mois. Et la dynamique après le confinement s'est bien relancée. Une campagne un peu folle à Morlaix, mais qui en tout cas a porté ses fruits pour nous amener jusqu'à presque 55%. Donc une belle victoire. 41 voix d'écart au premier tour. Vous dites que vous avez viré en tête, mais c'était quand même très très serré. Donc pourquoi Agnès Lebrun cette fois-ci a perdu d'après vous ? Nous étions 2 listes de gauche présentes au premier tour. L'une a fait le choix, que je salue, de se retirer, ce qui nous a permis de faire ce score aujourd'hui, ce soir, qui est une victoire très nette ici à Morlaix. Après 12 ans à droite, donc Agnès Lebrun qui avait fait basculer ce bastion de la gauche à droite, qu'est-ce que ça change pour vous que Morlaix retrouve cette histoire de la gauche à laquelle elle était attachée ? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de la ville, notamment de l'agglomération ? C'est vrai que quand on regarde l'histoire des élections à Morlaix, on pourrait presque se dire qu'effectivement la gauche y a souvent été majoritaire et malheureusement nous avons laissé passer 2 derniers mandats. Là nous avons énormément travaillé, je crois que notre présence dans l'opposition au cours de ce mandat aussi a démontré notre crédibilité. La campagne a renforcé notre programme, nous l'avons extrêmement travaillé, nous avons été assez précis sur ce que nous allions faire pour la ville en termes de regain de l'habitat, d'accompagnement économique. Et nous avons aussi fait une campagne qui s'inscrivait dans une majorité de territoires. Aujourd'hui, c'est tout cela qui fait ce beau résultat. Toute l'agglomération va cette fois être à gauche. Est-ce que ça va changer quelque chose aussi dans la dynamique, notamment au niveau économique ?
nécessairement, cela doit changer quelque chose dans la dynamique économique. La majorité de gauche, lors du précédent mandat, l'agglomération, avait bien marqué toute sa compréhension du fait qu'un territoire a besoin d'une ville forte, d'une ville-centre forte, qui doit être un peu le fer de lance de tout ce territoire. Et là, c'est ce que nous allons continuer à faire dans une majorité à l'agglomération encore plus forte, et qui a décidé de porter un véritable projet de territoire, projet pour Morlaix, mais projet aussi pour l'ensemble de son territoire. Merci beaucoup à vous, Jean-Paul Vermaux. Et nous restons dans le Finistère où nous retrouvons tout de suite François Cuyandre. François Cuyandre, bonsoir. Vous avez fait le pari d'un 4e mandat. C'est un parti réussi alors que c'était pas forcément gagné ni joué d'avance. Heureusement, c'est la démocratie. Rien n'est jamais joué ni gagné d'avance. Après, le score est sans appel, même si j'aurais préféré passer la barre symbolique des 50%. En tout cas, c'est une victoire collective qui me va droit au cœur. Ce qui avait été difficile, c'était la division au premier tour, notamment avec les Verts qui vous ont rejoint dans l'entre-deux tours. Division, non. Une compétition, oui. Je dirais une compétition normale qui s'est passée dans beaucoup d'autres villes. Après, nous travaillons ensemble depuis de longues années. Il était logique que nous nous retrouvions. Comment analysez-vous le score de Marc Cotanea, qui était un de vos anciens proches et qui était parti investi par La République En Marche? On le voit, un peu plus de 13%. Je crois que, mais c'est pas spécifique à Brest. Les candidats soutenus par La République En Marche n'arrivent pas à décoller. C'est ainsi. Voilà, je ne dirai pas plus loin. Il nous a quittés à un moment donné. Et puis, voilà, il a échoué. Une toute dernière question. Est-ce que vous pensez que vous avez bénéficié d'une sorte de primo sortant? Vous avez dû gérer la crise au plus fort de cette crise du Covid. Est-ce que ça a justement peut-être apporté les dernières voix qui étaient nécessaires pour votre réélection? Je n'en sais rien. Ça nécessite une analyse, je dirais, bureau par bureau. Ce que je retiens quand même de cette campagne électorale, c'est des attaques personnelles assez inadmissibles dans un système démocratique. Merci à vous d'avoir réagi à votre réélection, François Cuyandre. On va revenir quelques instants avec nos invités. Eline Saoud, je vais parler du cas de Saint-Brieuc, parce que c'est un des rares cas où LREM, le centre et la droite, fusionnaient pour le second tour. Apparemment, ça n'a pas convaincu les électeurs. J'apporte de l'eau à votre moulin, là. Oui, non, mais là-dessus, voilà, après les électeurs ont parlé. On verra aussi comment ils vont travailler demain, quels projets ils vont porter pour Saint-Brieuc, qui a vraiment besoin aussi d'un véritable projet pour la ville-centre et dans l'intercommunalité, puisque Saint-Brieuc pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'elle porte déjà. C'est une ville qui est parfois en difficulté, qui devrait jouer un rôle encore plus important au sein de la Bretagne. Donc on sera attentif en tout cas sur le projet qui va être mis en œuvre. Et moi, y compris à l'échelle régionale, l'enjeu pour nous, c'est de travailler avec l'ensemble des territoires, l'ensemble des municipalités pour faire en sorte de faire progresser la Bretagne. Rapidement, Isabelle Le Callennec, Saint-Brieuc, toujours le cas briochin, puisque Alain Cadec, le président LR du conseil départemental, appuyait la candidature de Richard Roussel, qui a fusionné avec un candidat Corentin Poilbou soutenu par l'ERM. Là, pareil, problème de lisibilité pour l'électorat. Enfin, les électeurs ont choisi. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans les différentes expressions, c'est que vous avez vu les priorités. C'est la relance économique, c'est l'urbanisation, c'est l'environnement. Et quand je disais tout à l'heure que ancien monde, nouveau monde, les élus, demain, tous les maires, quels qu'ils soient, ils auront apporté justement des projets dans cette direction-là. Et j'insisterai sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la méthode. Elle est au moins aussi importante que le projet. Et moi, je suis convaincue qu'avec ce qui nous est arrivé, cette crise quand même qui exige de nous de la concorde, et du consensus pour mener les affaires des communes, on sera capable de réinventer une façon de faire. Il y a une troisième mi-temps. Ça a été dit très justement, ce sont les élections des intercommunalités. Beaucoup de compétences, dont celles dont il était question tout à l'heure, et notamment en matière d'environnement et de développement économique, c'est l'intercommunalité. Donc il faut que les électeurs s'intéressent aussi à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, puisqu'on va élire les présidents, les vice-présidents des intercommunalités dans toute la région Bretagne, qui a d'ailleurs été une des premières à avoir des intercommunalités dynamiques. En une minute, Thomas Frinaud, le bilan de ces premiers résultats Si on met de côté la question de la participation, je dirais qu'à l'issue du premier tour, on voyait bien que les territoires durablement inscrits
à gauche ou à droite, eux, ils n'ont pas basculé, ils sont restés. En revanche, il y avait au moins les 3 grandes villes, voire une 4e avec Morlaix, où les choses étaient beaucoup plus serrées. Or, ce que l'on voit, c'est dans ces 4 territoires que nous avons assisté à une bascule. Et c'est ça qui permet aussi une comptabilisation à droite, à gauche, au centre. C'est-à-dire que la gauche a perdu un bastion historique, mais elle reconquiert 3 villes. Donc la gauche bretonne peut être relativement satisfaite ce soir, mais on voit bien que c'est là où il y avait un jeu qu'effectivement, on a eu cette bascule. Merci beaucoup Thomas. C'est la fin de cette première partie de soirée électorale sur France 3 Bretagne. Merci Isabelle Le Callennec, merci Insaou d'avoir répondu à notre invitation. On remercie Mathieu Turier qui a dû repartir. On se retrouve dans un petit quart d'heure, Nathalie, pour un panorama complet des résultats dans votre ville et dans votre commune. Les reportages, les analyses, nos invités, Thomas Frino, Loïc Schwartz qui sera là aussi. Toujours avec nous. Et il y a eu pas mal de surprises, pas mal de bascules. On vous donnera la nouvelle carte politique bretonne qui sort à l'issue de ces élections municipales. Tout de suite, le décrochage national. Vous retrouvez tout de suite Carole Gessler et Francis Etelier pour d'autres résultats sur l'ensemble de l'Hexagone. Merci à tous, à tout à l'heure.